Transversal. Madame, Monsieur, bonjour. André Zaleski avec vous pour une édition un peu particulière de Transversal puisque nous la consacrerons tout entière à un phénomène mal connu chez nous et qui a de quoi surprendre pour ne pas dire inquiéter. Il s'agit des méthodes utilisées par les services sociaux de Grande-Bretagne pour alimenter le marché de l'adoption. Ce ne sont pas des milliers, mais des dizaines de milliers d'enfants qui, sur les 40 dernières années, ont été enlevés à leurs parents, dont on a jugé qu'ils n'avaient pas la possibilité, la capacité ou la fibre familiale nécessaire pour veiller à leur éducation ou à leur épanouissement. Les parents sont pratiquement démunis d'armes juridiques pour s'opposer à cette forme officielle de kidnapping et en plus, ils risquent gros s'ils s'expriment sur la voie publique. Mais la résistance s'organise malgré tout et notamment via Internet et les sites de réseaux sociaux. Le reportage de la correspondante de la RTBF à Londres, Florence Bellone, c'est dans un instant. Merci de votre fidélité à Transversal. Florence Bellone, bonjour. Bonjour André. Vous êtes en studio avec nous pour compléter l'enquête que nous allons écouter. Alors il y a de nombreux mois que vous vous êtes lancé sur ce dossier. Vous n'imaginiez pas alors être confronté à autant de situations de plus en plus incroyables les unes que les autres? Non, pas du tout, d'autant plus qu'on peut vivre en Grande-Bretagne pendant des années sans vraiment réaliser ce qui se passe. J'y suis depuis 10 ans et c'est il y a presque 5 ans maintenant que j'ai eu l'occasion de rentrer, une occasion tout à fait privée, dans un édifice des services sociaux britanniques dans le Northamptonshire, où l'on invitait des parents adoptants potentiels à regarder un petit peu ce qu'il y avait sur le marché de l'adoption, à leur expliquer comment ça se passait, et il y avait une projection de diapositives et j'ai été frappée de la profusion, la véritable profusion de petits enfants en très bas âge, blonds aux yeux bleus, des petits anges. Je sais très bien que dans les pays continentaux on ne trouve pas ces enfants. La première chose qu'on dit aux gens qui veulent adopter, c'est attention, des enfants de Belgique, de France, d'Espagne, d'Italie, on n'en a presque pas, ce sont des enfants des communautés ethniques. Si vous n'aimez pas ça, vous ne pourrez pas adopter. Et là, c'était une profusion de petits Anglais angéliques. Ça m'a évidemment, ça a attiré mon attention. Et puis les travailleurs, les assistants sociaux expliquaient aux parents potentiels qu'il y avait toujours beaucoup trop d'enfants et pas assez de parents, ce qui est la situation complètement inverse de tous les autres pays. À partir de là, j'ai commencé à faire attention aux articles dans la presse britannique qui ne sont pas très nombreux et qui sont au cas par cas. Par exemple, un cas tragique où on se dit en le lisant, bon, ça doit être un accident. C'est une famille qui n'a pas eu de chance, qui est tombée sur un assistant social brutal, imbécile ou méchant, et ça n'arrive pas tous les jours. Mais il n'y a pas beaucoup d'articles sur le phénomène de masse. Oui, alors vous aviez vu ce diaporama. Restait à comprendre comment ces enfants arrivaient sur le marché de l'adoption. C'est évidemment l'objet de votre enquête et je vous propose tout de suite de passer à l'écoute de votre reportage, un reportage que vous avez réalisé avec Patrice Hardy pour le montage. Le 24 février 2010, à la Chambre des communes, le Premier ministre Gordon Brown et les deux leaders de l'opposition produisent des excuses à l'intention des enfants britanniques arrachés aux familles pauvres pendant plusieurs décennies pour être déportés en Australie et autres pays du Commonwealth. À tous ces anciens enfants immigrants et à leurs familles, à tous et à chacun, je dis aujourd'hui, nous sommes sincèrement navrés. Et nous sommes navrés qu'il ait fallu si longtemps pour que cet important moment arrive et les excuses complètes et inconditionnelles qu'il mérite. C'est quelque chose qui s'est passé sous les gouvernements britanniques de tous partis. Et les excuses sont faites au nom de tous. Ce doit être notre héritage pour les générations futures. Faire tout ce que nous pouvons pour que les leçons de ces événements abominables soient apprises et appliquées, de sorte que de terribles erreurs comme celle-là n'arrivent plus jamais. Les excuses, vous le savez, ne calmeront jamais la douleur et le déchirement extraordinaire qui a été infligé à des centaines de milliers d'enfants et à leurs familles. La souffrance qu'ils ont endurée est simplement inimaginable. Les excuses qu'ils méritent maintenant sont illimitées. Mais les trois hommes savent-ils qu'un jour il faudra répéter ces excuses, car depuis 1967, les enfants volés ne sont plus envoyés en Australie, mais ils sont toujours volés et placés sur le marché de l'adoption.
3 mois jour pour jour avant ces excuses nationales, toujours à la Chambre des communes, Tim Yeo, un ancien secrétaire d'État et député conservateur dans le comté du Suffolk, expose sans mâcher ses mots 2 cas d'enlèvement d'enfants par les services sociaux survenus dans sa circonscription. Je souhaite exposer la politique du comté du Suffolk. Lorsque les parents ne souhaitent pas donner leur nouveau-né pour adoption, ce comté cherche activement des opportunités pour enlever les bébés à leur mère. Son personnel social le fait d'une manière qui, à mon sens, s'approche du kidnapping. Un juge dans une cour de justice familiale a récemment comparé les services sociaux à l'URSS de Staline et à la Chine de Mao. Les familles les appellent tout simplement par leurs initiales, les SS. Le 27 octobre, le personnel du comté, après s'être assuré que Jim était loin de la maison, le personnel donc est arrivé sans prévenir chez Carissa avec la police. Ils ont arraché Poppy, âgée de quelques semaines, des bras de sa mère, bouleversée. J'ai protesté et demandé des comptes aux autorités pour ce traitement injuste et cruel. J'ai reçu une lettre en réponse contenant cette phrase effrayante et complètement absurde. Je peux confirmer que l'enfant a été retiré sans préavis, avec l'assistance de la police, mais sans employer la force. Les SS n'hésitent pas à enlever les nourrissons à l'hôpital. C'est ce qui s'est passé pour Annabelle à Birmingham, 36 heures après son accouchement. Les assistants sociaux sont arrivés juste après la naissance de ma fille et m'ont dit qu'ils n'allaient pas autoriser que ma fille sorte de l'hôpital avec moi et que je devais être au tribunal à 2 heures. Ça me laissait 1 heure. Alors mon père et ma mère ont dû venir me chercher en robe de chambre, en pantoufles et en t-shirt. Je perdais encore des caillots de sang parce que le bébé avait eu plein de caillots de sang sortant avec lui. Alors je suis allée à la cour en retard parce que je n'arrivais pas à me dépêcher, c'était impossible. Finalement, à l'intérieur, je transpirais. Je ne pouvais pas m'asseoir droite, même pas garder les yeux ouverts, j'étais trop faible. Alors le juge m'a arrêté parce qu'il m'a vu arriver avec 1 heure de retard et il m'a dit que j'étais pas en état. Et j'ai dû sortir du tribunal. C'est là que j'ai vu mon avocat. Je lui ai demandé pourquoi j'avais dû venir à la cour comme ça, et il m'a répondu, ils m'ont dit qu'ils ne vous l'avaient pas demandé. Je lui ai dit, mais si, ils m'ont dit que je devais être ici à 2 heures. Je suis rentrée à l'hôpital à 10h30 du soir pour dire au revoir au bébé. Le seul crime d'Annabelle, c'est d'avoir porté plainte contre le père de son enfant devenu violent et dont elle s'est séparée. Maintenant, en Angleterre, les femmes qui sont battues par leur mari, et le contraire quelquefois, mais la plupart de ces femmes sont battues, ils ont peur parce que s'ils allaient à la police arrête le mari et les assistants sociaux prennent leurs enfants parce qu'ils disent la maman n'a pas protégé les enfants de voir les violences domestiques. Ils sont traumatisés, les enfants, voilà, ils donnent les enfants à quelqu'un meilleur. Maintenant, les mamans, c'est préférable de rester battus que perdre les enfants pour toute la vie. Yann Joseph est un ancien conseiller municipal expatrié dans le sud de la France. Il organise la résistance contre les SS à partir de son site internet Forced Adoption, dont le contenu est un véritable manuel de combat pour les familles. L'adoption forcée a été légalisée en 1976 et depuis, Yann Joseph explique aux parents qui l'appellent les mesures d'urgence pour se défendre contre les services sociaux. Dans certains cas, il offre un billet pour l'Irlande où l'on parle anglais ou pour l'Espagne où beaucoup de Britanniques ont des parents retraités ou des amis. Beaucoup de mamans sont allées avec enfants en hôpital, l'enfant n'a jamais sorti et c'est pour quelque chose de banal souvent. Au pire, il dit que la maman fabrique la maladie et il n'a aucune preuve de ça. Mais la chose la pire, c'est pas ça, c'est qu'il y a un risque d'abus de cet enfant dans le futur émotionnellement. Il dit peut-être dans le futur vous allez abuser vos enfants. Et ça c'est le prétexte de prendre les enfants le plus fréquent en Angleterre.
En 2006, déjà, John Hemming, député libéral-démocrate à Birmingham, avait dénoncé à la Chambre des communes une longue liste de familles touchées. Ce n'est pas normal que lorsqu'une mère est victime de violences domestiques, on lui retire son enfant plutôt que de trouver une autre solution. Pour les enfants, en général, être placés en assistance sociale n'est pas une bonne chose. Nous devons donc être certains que c'est le choix juste. Or, une des difficultés, c'est le secret qui caractérise les services sociaux. Ils disent que le secret est là pour protéger l'enfant, mais il est surtout maintenu pour protéger les professionnels impliqués dans les accusations contre les parents. Je préside le groupe de coordination Justice for Families. Les familles sont compliquées. Les relations fondées sur l'affection plutôt que sur un arrangement contractuel ne sont peut-être pas un système fiable d'un point de vue légal, mais ces relations affectives sont beaucoup plus sûres pour un enfant que lorsqu'on s'occupe de lui d'une manière formelle. Sophie Palmer, une avocate ayant obtenu une bourse pour étudier la navigation, s'installe avec ses enfants Daniela, 8 ans, et Hugo, 2 ans, à Plymouth. Après une série de problèmes dans sa nouvelle vie, Sophie déprime et demande l'aide psychosociale. Les services sociaux lui expliquent qu'ils n'offrent cette aide qu'aux parents dont les enfants sont placés sur un plan de protection de l'enfance. Croyant à une formalité bureaucratique, Sophie signe pour ce plan. À partir de là, elle est accusée de vouloir se suicider et tuer ses enfants. En guise d'aide psychosociale, les services sociaux les lui retirent. Première étape sur la route de l'adoption, Sophie peut encore les rencontrer dans un centre de contact. Ils utilisent la détresse qu'ils me causent en me menaçant de prendre mes enfants, comme des preuves, pour les prendre. Et c'est ce qu'ils font depuis le début. Toutes les rencontres avec eux se sont passées comme ça. Parce que les rencontres, en fait, à la fin, ils prennent les enfants. Les enfants sont dans une telle détresse quand ils les prennent. Ils pleurent tellement à la fin de la rencontre. Je les consolais, je les câlinais. Je leur disais que tout irait bien, qu'ils reviendront. Et sur le rapport, ils ont écrit qu'ils pleuraient parce que je les serrais trop fort. Les rencontres, c'était le pire. Je pouvais les voir 1 heure par semaine. Et chaque semaine, je les trouvais de plus en plus bouleversés, de plus en plus confus. Et si je leur disais des choses comme « pour les rassurer, je me bats pour vous, je vais au tribunal pour vous faire rentrer à la maison », alors on me disait que les rencontres seraient terminées parce que j'enfreignais la règle, que je ne serais plus autorisée à voir mes enfants si je continue à leur dire que je me bats pour eux. Les règles du centre de contact. Ils voulaient que j'aie l'air heureuse. Ils voulaient que je donne l'impression à mes enfants que j'étais heureuse sans eux, que je continuais ma vie et que tout était merveilleux en leur absence. Et si je n'y arrivais pas, je n'avais plus le droit de voir mes enfants du tout. Si je leur donnais l'impression que je ne voulais pas en être séparée, je ne pouvais pas les voir. Alors je ne les ai plus. Dans un rapport sur Sophie destiné à la Cour de justice, une assistante sociale souligne qu'elle est incapable d'expliquer à ses enfants que c'est mieux de vivre en famille d'accueil. Ultime appel à l'aide, les parents affichent leur cas sur Internet, le plus souvent sur Facebook, bravant parfois l'interdiction de nommer leurs enfants. Sophie poste une vidéo de Daniela, filmée par une autre fillette au centre de contact. Maman, tu me manques. Maman, je t'aime. Je veux vraiment être avec toi maintenant.
Les assistants sociaux ont le droit d'opérer dans un secret complet. Ils interrogent les parents, qui ne peuvent pas voir les notes qu'ils prennent sur eux, mais qui sont par contre utilisées contre eux. Dans un cas que j'ai suivi, les preuves présentées au panel d'adoption, ce panel intervient avant la cour de famille dans le processus, ces preuves n'étaient simplement pas vraies, mais les parents n'avaient pas eu le droit de les voir. Une cour kangourou serait un bien meilleur nom pour le soi-disant panel. J'ai fait une enquête sur ses membres et on m'a dit qu'ils avaient un intérêt dans l'adoption, des parents adoptifs ou d'anciens adoptés. Autrement dit, cela veut dire que le panel est composé de personnes en faveur de l'adoption, de personnes qui ne tiennent pas compte des parents en cause. Ensuite, j'ai appris que le panel recommande presque toujours l'adoption et ne rend pratiquement jamais les enfants à leurs parents. Carissa et Jim ne sont accusés d'aucun délit. La punition qu'on leur impose est l'une des plus terribles qui puisse être infligée à des parents. Ils auraient plus de droits et seraient traités plus humainement s'ils étaient jugés pour avoir assassiné leur enfant. Maureen Spalek avait 3 enfants. Au printemps 2003, l'aîné, 4 ans, se fait renverser par un scooter. Maureen l'emmène aux urgences, mais il faudra 28 heures pour que la jambe cassée soit traitée. Entre-temps, Maureen a fait un scandale auprès du personnel, car l'enfant souffre et s'épuise. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle trouve sa mère, qui gardait les 2 petits, 2 ans et 11 mois, effondrée. La police est arrivée et, sans mot dire, les a embarqués. Durant l'attente à l'hôpital, les SS avaient repéré Maureen et fait rédiger par les infirmières un rapport sur cette mère de famille rebelle aux autorités. Quelques semaines après que les enfants ont été placés en famille d'accueil, l'assistante sociale en chef m'a dit qu'il était certain que mes enfants allaient être adoptés. Ils avaient déjà entamé tous les contacts. L'adoption était lancée. Ils cherchaient des parents. Et finalement, j'ai trouvé une lettre sous la porte qui disait qu'il y avait eu une audience au tribunal à l'issue de laquelle les enfants avaient été adoptés, sans que je le sache, sans qu'on m'ait dit quoi que ce soit. Parfois, à l'adolescence, les enfants s'échappent et retrouvent leurs parents naturels. S'ils ont 16 ans, il n'est plus possible de les en séparer. Maureen espère que les siens la verront sur Facebook. Dans leur jardin, depuis 7 ans, ballons et jouets perdent leur couleur sous les balançoires. La dernière fois que je l'ai vu, ça a duré 2 minutes. Avec cette assistante sociale qui bouleversait ma fille. C'était un cauchemar. Je n'ai plus jamais dormi. Je pensais à elle. Je ne suis allé nulle part, vous savez. Il y a 3 ans, Derek Gibson a retrouvé Donna Marie, 26 ans, par le site Friends Reunited. Le dialogue s'établit et s'interrompt brutalement. Il semble que les services sociaux se soient interposés et aient menti sur Derek. D'autres parents pensent qu'on a profité de ce que Donna Marie a été enlevée à 2 ans et peut croire les SS s'ils lui disent que son père était un pédophile ou quelque chose comme ça. Ça fait maintenant 3 ans que je n'ai plus entendu parler d'elle. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai envoyé quelques cartes d'anniversaire. Et je ne sais même pas si elle les a reçues. Je veux juste le rencontrer. Rencontrer ma fille et lui dire la vérité. Et je vous dis que ce sera la même chose qu'à l'époque où elle était avec nous. On sait comment elle est. Ce sera la même chose. Ce ne sera pas long pour la connaître encore, je vous le dis. Je la connais toujours. Tout ce qu'ils veulent, c'est casser ce lien. Mais tout ça va se savoir. En 2000, le gouvernement avait fixé des objectifs d'adoption financièrement récompensés, les députés John Hemming puis Tim Yeo. C'est Tony Blair qui a créé les bonus financiers pour les assistants sociaux pour prendre les enfants d'une famille et les mettre avec une autre. L'argent était payé par le gouvernement à le conseil municipal
Le fait qu'ils aient des objectifs pour augmenter le nombre de très jeunes enfants à adopter devait inévitablement mener à une situation où des enfants seraient pris à tort à leurs parents. C'est une mauvaise politique. Le problème, c'est que bien que les récompenses financières aient été supprimées, il y a une culture parmi les assistants sociaux qui consiste à croire qu'ils savent mieux que les autres. Et s'il y a une demi-chance de prendre un bébé à sa famille de naissance, âgé de quelques semaines seulement, ils le feront. Ils interviendront dans des familles qui sont très capables d'élever pourtant leur bébé. Il n'y a pas que les mamans et les couples qui se battent, il y a aussi les ex-partenaires et souvent les grands-parents. La petite fille d'Yvonne Stewart Taylor est née à 24 semaines à l'hôpital de San Diego durant les vacances de ses parents aux États-Unis. Elle est arrivée chez nous après un séjour dans un hôpital du NHS. Elle ne prenait pas de poids, ne se développait pas comme elle aurait dû. On a continué à voir les docteurs. Ils n'ont pas réalisé qu'elle avait besoin de lait maternel fortifié et du coup, elle était mal nourrie. Quand elle a été hospitalisée en janvier avec une grave infection pulmonaire, elle avait une jambe cassée. Je ne sais pas si ça arrivait à l'hôpital ou à la maison. Mais ils nous ont accusés pour une blessure non accidentelle. Ils ont aussi trouvé une côte cassée et ils n'ont pas laissé notre petite fille quitter l'hôpital. Et une décision pour la placer temporairement en assistance sociale a été prise en cours de justice, nous accusant un des 6 membres de la famille d'avoir causé la blessure. Parce qu'aucun de nous ne se dénonçait, parce qu'aucun de nous ne l'avait fait, ils nous ont dit qu'elle ferait l'objet d'une adoption forcée, à moins qu'un de nous se dénonce. Mais nous ne pouvions admettre quelque chose que nous n'avions pas fait. Alors on est parti pour 8 mois de cours de justice familiale. Nous avons demandé à l'hôpital de San Diego d'intervenir et ils ont envoyé par email leur diagnostic d'ostéoporose des bébés prématurés. Et ils ont expliqué qu'elle continuait d'en souffrir parce qu'on avait dû oublier d'ajouter les fortifiants au lait qui avaient été tirés de sa mère pendant que le bébé était en couveuse. Le témoignage de l'hôpital aide à innocenter la famille et surtout, l'enfant est né aux États-Unis d'une mère australienne non mariée au père, donc elle n'est pas britannique. Les autorités n'ont aucun droit sur elle. Yvonne, ancienne conseillère municipale, ne trouve plus de travail. Son mari, Terry, policier, découvre que la famille figure sur le registre des abuseurs d'enfants, une indiscrétion pour laquelle il sera suspendu. La famille ne sort pas indemne de l'aventure avec 2 séparations, dont celle des parents du bébé. Nous avons dû nous poser les uns les autres de terribles questions. Mon mari a dû me demander « Est-ce que c'est toi ?» Ce qui est une situation horrible. Ma femme n'est plus la même personne qu'en 2002. Cela la ronge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a d'autres gens qui ont été faussement accusés et cela a complètement détruit leur vie. Je suis terrifiée à l'idée que si une de mes brues est enceinte, les services sociaux vont encore rappliquer. Les services sociaux ne lâchent jamais une proie qu'ils ont mordue une fois. Lorsque des parents gagnent le retour de leur enfant au tribunal, ils reviennent à la charge avec de nouveaux prétextes. Durant 4 ans, ils ont enlevé à tour de rôle les 6 enfants des Burton que leur avocat a récupérés l'un après l'autre. Dans son bureau, l'affaire remplit une 40aine de dossiers sur 6 étagères. Elle a coûté 600 000 € à l'État. Tandis que leurs enfants étaient en famille d'accueil, le couple a été interné 3 mois avec leur bébé dans un établissement où les assistants sociaux observent les familles et jugent de leur capacité parentale. Ce ne sont pas les mêmes enfants. Ils ont beaucoup changé.
parce qu'ils ont été dans plusieurs familles d'accueil. Ça n'a pas été bon pour eux. Ma partenaire et moi, on s'était séparés. Le fait qu'on soit encore ensemble après 10 ans, c'est quelque chose. La séparation n'a pas duré. Ça s'est passé dans cette résidence. La plupart des couples là-bas se sont momentanément séparés parce que c'est une résidence très stressante. On avait notre proche chambre, pas vraiment un appartement, une chambre. Il y avait 8 à 10 familles en même temps. Marc et Kerry vont se marier. La jeune femme est connue des SS car elle a été placée dans son enfance. À 2 jours de leurs noces, ils font interdire son mariage car elle ne serait pas assez intelligente pour comprendre ce que signifie mariage. Comme elle est enceinte, le bébé passera directement de la maternité à l'adoption. Sans attendre, Kerry et Marc s'enfuient en Irlande où ils se sont mariés. Mais Melissa, qui a aussi été en famille d'accueil, a eu moins de chance. Les services sociaux l'ont surprise plus tard dans sa vie. Ils ont enlevé les 3 fils qu'elle a eus avec son mari, James. Ma femme a été abusée lorsqu'elle était placée. Elle a été violée lorsqu'elle était placée. Elle a été placée 11 ans. Elle n'a jamais été abusée par ses parents naturels. Ils lui ont écrit 2 fois par semaine, durant 11 ans. Elle n'a jamais reçu une seule lettre. Elle a été placée en 90. Et fin 91, la famille d'accueil a écrit aux autorités pour dire qu'ils n'en pouvaient plus avec elle. Ils voulaient qu'elle s'en aille. Ils n'en voulaient plus. Les SS détruisent aussi les parents d'enfants trop âgés pour être adoptés ou souffrant de réels problèmes. Linda a un garçon de 13 ans dont le comportement s'est dégradé à la mort du père. Il refuse d'aller à l'école. Linda appelle les services sociaux à l'aide. On lui envoie un employé du département de l'éducation qui entame une procédure pour la faire emprisonner parce qu'elle n'envoie pas son fils à l'école. Hélène a été adoptée à 2 ans avec sa sœur jumelle, mais l'expérience tourne au cauchemar. Une fois adulte, elle tente de retrouver sa mère naturelle sans succès car elle est décédée 3 ans auparavant. Alors elle essaie de l'imaginer. On m'a dit qu'il avait un désordre de la personnalité. Elle a aussi été accusée de négligence. On a tous des problèmes, non? Ma mère naturelle, à mon avis, c'était une dépression post-natale. C'est ce que je pense. Mettre au monde 2 bébés. La dépression post-natale est plus fréquente en cas de naissance multiple. Hélène aura un fils autiste qu'elle élèvera seule. Mais à 16 ans, il s'amuse à dénuder les câbles électriques pendant qu'Hélène dort. Elle demande une place dans un établissement pour autistes. Les services sociaux, malgré un dossier médical complet, déclarent que l'adolescent n'est pas autiste, mais victime de la négligence de sa mère. Ils placent Hélène sur le registre des abuseurs d'enfants. Elle perd son emploi dans l'encadrement des jeunes et n'est même pas acceptée comme femme de ménage d'un supermarché. Pour ne pas coucher dans la rue, elle se prostitue. L'établissement où son fils est finalement placé réduit les contacts avec elle. Alison Stevens, présidente de l'association Parents contre l'injustice, l'aide dans sa démarche pour obtenir le droit de voir régulièrement son fils dont l'état se dégrade. Je sortais avec eux et ils parlaient. J'allais les voir le soir et ils parlaient. Depuis qu'il est dans cet établissement, il ne dit pas un mot, plus un mot, ni rien. Une fois, on est allé voir Jason là-bas. Et nous avons regardé par la fenêtre. Nous avons sonné et ça a pris 10 minutes pour que quelqu'un ouvre. Et nous regardions Jason dans la pièce, assis, tout seul, sans rien pour le stimuler. Une fois que nous avons été reçus, ils ont prétendu être oh si gentils et s'en occuper bien sûr. Alison Stevens, infirmière de profession, a été nommée l'an passé inspiration féminine de l'année par le quotidien Le Daily Mail pour son travail bénévole avec l'association Parents contre l'injustice. Il y a 25 ans, Alison, faussement accusée de maltraiter son bébé, avait elle-même prouvé son innocence avec l'aide de cette association. Lorsque les parents de la petite Madeleine McCann, disparue au Portugal, sont rentrés en Grande-Bretagne, ils ont demandé conseil à Alison au cas où les services sociaux chercheraient à leur retirer leurs 2 plus jeunes enfants. Nous avons 25 nouveaux cas par jour en ce moment.
Dans les premiers temps, nous en avions 1 millier par an. Je dirais que personnellement, j'ai dû voir 2000 cas. Les services sociaux attaquent les parents sous prétexte qu'ils sont narcissiques, coléreux, rebelles. Sarah Daniel, qui a été accusée de ne pas avoir de contact visuel avec son bébé lorsqu'il était dans ses bras, dit des SS, ils n'ont pas besoin d'avoir une raison, ils ont seulement besoin d'une excuse. Les obèses ont été classés abuseurs d'enfants par un groupe de réflexion de l'État et l'été dernier, les SS ont retiré 7 enfants à une famille de gros. Suite à une erreur de fécondation in vitro, Kim Bassi, d'origine indienne, a mis au monde une petite blonde. Les SS n'ont pas aimé, ils l'ont prise et par la même occasion, ses 2 frères. Et puis il y a le terrible syndrome de Munchausen par proxy, ou la maltraitance de son enfant dans le but d'attirer l'attention, inventé par le diabolique docteur David Southall qui suffoquait des nourrissons à l'hôpital de Stafford dans un but scientifique. Comme le syndrome d'Asperger, inventé lui par un Autrichien en plein nazisme, ces désordres de la personnalité sont inégalement reconnus en Europe. Ils ne sont pas qualifiés pour faire un diagnostic du syndrome de Munchausen par proxy. Par exemple, il y a eu un cas à Birmingham avec un enfant qui avait une fracture. L'assistante sociale a dit à ma cliente, je trouverai comment cette fracture est arrivée. Mais que croit-elle être? Elle n'est pas une pédiatre ou une radiologue, elle n'est rien qu'une assistante sociale. Elle ne peut pas produire une décision médicale ou un diagnostic. Eh bien, ils ont fait ça. Services sociaux, comment dormez-vous la nuit en détruisant la vie des enfants? Comment vivez-vous votre vie en nous volant les droits de l'homme? Composé et chanté par Paul Elsey. Trevor Jones, à Londres, est l'un des conseillers bénévoles de Parents contre l'injustice répartis dans tout le pays. C'est ça qui est tragique. C'est ce qui m'a motivé pour agir depuis toutes ces années. De voir le trauma et le dommage fait aux familles, en particulier aux enfants. Les enfants sont sérieusement blessés lorsqu'ils sont retirés, même si c'est seulement pour quelques jours. Ils gardent cette peur de la séparation. La peur du vide les prend quand ils dorment, que ça arrive encore. De force, parce qu'ils ne veulent jamais partir. Vous regardez ça, vous voyez comment cela affecte l'esprit des jeunes enfants. Ce n'est pas étonnant du tout qu'ils aient plus tard de sérieux problèmes. Dans les cas que nous avons traités, nous pouvions vraiment voir les dégâts. Les avocats qui défendent la loi naturelle de la famille sont peu nombreux, si l'on considère qu'en 2008, les cours de justice ont refusé aux services sociaux l'enlèvement de 20 enfants sur 7340.